Et on va faire maintenant un zoom sur deux espèces exotiques envahissantes dont on a déjà parlé ce matin, le xénope lisse et le gobi à taches noires. Comment s'organise la lutte? Vous allez tout savoir avec quelqu'un qui n'est pas là physiquement mais qui est avec nous en visioconférence. Elle s'appelle Maude Segal de l'Institut de recherche sur la nature et la forêt en Flandre. Bonjour Maude. Bonjour tout le monde. Vous allez bien, Maude? Oui, très bien. Bon, alors on a essayé de tourner l'ordinateur de telle manière que vous puissiez voir la salle. Faites un petit bonjour à Maude. Voilà, c'est quand même plus sympa. Allez, la parole est à vous, Maude. D'accord. Voilà, je vais vous présenter. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Maude Segal et j'ai été embauchée l'année passée par l'Institut de recherche pour la nature et la forêt spécifiquement pour aider à faire de la recherche et pour soutenir la lutte contre le xénopisme en Belgique. Merci de me donner donc l'occasion de vous expliquer un peu la problématique que cause cette espèce exotique envahissante. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut identifier cette espèce? Je vais vous énumérer un peu les caractéristiques. Ici, vous voyez donc qu'elle a des grandes pattes arrière palmées avec 3 griffes noires. Une forme assez plate avec une peau extrêmement lisse. Le dessus est caractérisé par un motif marbré avec différentes nuances de vert. En dessous, c'est plutôt du blanc crème. Il a aussi des yeux globuleux au-dessus de la tête, sans paupières, une ligne latérale qu'il utilise pour détecter les mouvements et les vibrations et les gradients de pression. Il n'a pas de tympan externe et il n'a non plus pas de sacs vocaux. Donc, à l'origine, le xénopisme ne se trouvait qu'en Afrique subsaharienne. Mais le monde scientifique a rapidement découvert que cette espèce était très utile. Aujourd'hui, il s'agit de l'une des espèces de vertébrés les plus utilisées au monde en tant que modèle dans la recherche développementale, cellulaire, moléculaire, etc. Surtout dans les années 1930 et 1950, avant le développement de techniques endocrinologiques plus efficaces, les phénomènes du xénopisme étaient couramment élevés et utilisés dans les laboratoires hospitaliers partout dans le monde comme moyen de détection de la grossesse humaine. En outre, cette espèce présente aussi une sensibilité physiologique élevée à son environnement. Pour cette raison, elle a été utilisée dans les tests d'évaluation de sécurité de nombreux polluants. De plus, diverses substances sont extraites de la peau du xénopisme. Elles sont testées comme médicaments contre les bactéries, les champignons, les parasites et même les virus. Elle a même été impliquée dans des études de recherche à bord des navettes spatiales. Et finalement, elle est devenue très populaire en tant qu'animal domestique car elle se pouvait être très robuste et donc très facile d'entretien. Malheureusement, sans en réaliser les conséquences, des évasions accidentelles et des libérations délibérées même ont conduit à l'introduction et à l'installation de populations du xénopisme un peu partout dans le monde. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que cette espèce provenant de l'Afrique du Sud a-t-il pu s'adapter si facilement et en dehors de son habitat d'origine? Eh bien, c'est grâce à plusieurs traits morphologiques et physiologiques. Elle peut survivre à la sécheresse et au gel en s'enfouissant dans la boue, gelée jusqu'à 12 mois, et elle présente aussi une tolérance élevée aux variations environnementales comme les solutions hyperosmotiques, la salinité, le pH, les conditions anoxiques, la température, etc. De plus, malgré son comportement extrêmement aquatique, il peut migrer par voie terrestre aussi bien que dans l'eau pour envahir très vite de nouveaux territoires. Partout donc dans le monde, le xénopisme représente maintenant une grande menace pour la biodiversité indigène à cause de certains traits écologiques. C'est une espèce très vorace et carnivore qui engloutit tout ce qu'elle arrive à mettre dans sa bouche, y compris les têtards ou juvéniles des grenouilles, salamandres et autres espèces indigènes aquatiques. Pour cela, elle est en compétition avec l'espace et des ressources alimentaires avec les espèces indigènes. De plus, on pense qu'elle est peut-être même toxique pour les prédateurs, bien que cela n'a pas encore été prouvé. Elle agit aussi en tant que vecteur des pathogènes fongiques du Batrachochytrium dendrobatidis et du ranavirus.
Et elle est connue aussi pour augmenter la turbidité de l'eau à cause de son comportement forageur au fond de l'eau, ce qui a un impact indirect sur l'équilibre de l'écosystème des points d'eau. Missy et al., avec son article A Global Assessment of Alien Amphibian Impacts in a Formal Framework, démontre que le Xenoplis est le deuxième amphibien au monde ayant le plus d'impact environnemental et socio-économique. Et grâce à une analyse de risque approfondie, cette espèce a alors été ajoutée à la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne. Cela signifie que depuis août 2024, donc l'année passée, une interdiction totale d'importation, de détention, d'élevage, de vente et de libération, bien sûr, dans l'environnement de cette espèce a été appliquée. Cela signifie aussi que selon le règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, tous les États membres de l'Union européenne sont maintenant tenus de prendre des mesures pour gérer ou éradiquer cette espèce invasive. Alors, qu'en est-il maintenant de la situation en Belgique? En 2018, la sonnette d'alarme a été retentie lorsqu'une grande population du Xenoplis a été découverte à la Chapelle d'Armentières, dans un étang public du parc Courtambus, au nord de la France. Plusieurs campagnes de capture y ont été menées jusqu'en 2022, ainsi qu'une importante tentative de drainage. Depuis lors, aucun Xenoplis n'a encore été détecté par l'ADNE, l'ADN environnemental, y compris dans une cinquantaine de mares du nord de la France autour de ce site. En réaction à cette découverte, l'INBO, l'Institut de Nature pour Forêt et Recherche de Forêt et Nature, a également mené des campagnes d'ADN afin de vérifier si les individus du Xenoplis étaient propagés jusqu'à l'autre côté de la frontière, en Belgique donc. En 2020, des échantillons ont été prélevés dans des mares situées juste de l'autre côté de la frontière et heureusement, tous les tests étaient révélés négatifs. Donc, en 2021, aucune autre action n'a donc été entreprise en Belgique jusqu'à ce que, en 2022, 3 étangs de reproduction ont été découvertes en flanque occidentale 2 km plus loin. Ces 3 mares de reproduction nécessitaient une intervention rapide. Elles étaient littéralement remplies de Xenoplis, et donc par conséquent, l'INBO et l'ANB, l'Agence de Nature et Forêt, qui ont entrepris en janvier 2023 des actions urgentes visant à ramener la taille de la population à zéro. Une combinaison de mesures a été donc appliquée, installation de barrières, campagne de capture, drainage et traitement à la chaux vive, c'est du calcium oxyde, afin de tenter d'éliminer complètement cette espèce des mares. Ces mares étaient utilisées à des fins agricoles et présentaient heureusement une faible valeur écologique. Et après quelques semaines, elles sont revenues à leur état normal, leur valeur écologique ayant même augmenté. Malheureusement, cette méthode ne s'est révélée efficace qu'à court terme, car en moins d'1 an, les mares ont de nouveau été recolonisées. Et la prochaine dia explique pourquoi. Après ces interventions, donc, des campagnes ADN annuelles ont été relancées en Flandre depuis 2023 jusqu'à cette année afin de cartographier la répartition du Xenoplis. Grâce à cette enquête à grande échelle, il est devenu évident que cette espèce migrait entre la France et la Belgique, principalement par la rivière la Lys et certains de ses affluents comme le courant du Pont-Bertin et la Douvre. De plus, grâce à sa capacité à se déplacer sur terre aussi bien que dans l'eau, elle a rapidement colonisé plusieurs étangs situés à proximité de ces cours d'eau, dont ces 3 étangs qu'il convient de montrer dans la diapositive précédente. Ce qui explique la recolonisation rapide des étangs traités avec la chaux vive. Pour le moment, on s'efforce donc à contenir le xénope dans le bassin de la Lys, mais on craint qu'elle n'atteigne le bassin versant de l'Isère d'un côté au nord et le bassin versant de l'Escaut de l'autre côté à l'est. Depuis 2024, on essaye de combiner la recherche et les interventions dans le cadre de la gestion adaptative, ce qui veut dire qu'on essaye de recueillir un max d'infos d'une manière structurée sur le Xenoplis pendant les interventions pour ensuite les militariser contre eux. Voici quelques résultats de nos recherches et de nos interventions. Ici, on peut voir que la distribution des longueurs des individus se déplace au fil des mois et qu'une nouvelle cohorte apparaît soudainement en juillet.
Les premiers œufs apparaissent en juin et les premiers têtards tombent en juillet. Et on a même trouvé des œufs et des têtards dans la douve. Pour le moment, on n'a pas encore la preuve qu'elles puissent se retrouver plusieurs fois en une année en Belgique, mais cela est possible dans certaines parties du monde. On a aussi découvert une population de tritons crétés vivant ensemble avec le Xenoplis, ce qui a conduit à de nouvelles interventions. Nous avions également installé des enregistreurs aquatiques dans plusieurs étangs afin de vérifier si nous pouvions détecter les cœurs d'appel du Xenoplis et peut-être en déduire des tendances. Mais en raison de problèmes techniques, nous n'avons toutefois pas pu enregistrer durant toute l'année, voir les cases rouges ici. Pour deux sites, on voit qu'ils commencent leurs activités très tôt dans l'année, donc dès le premier enregistrement début avril, on les entend déjà appeler. Et dans le site 7, on voit une absence d'appel dans l'endroit encerclé ici, une absence d'appel et de têtards après les efforts d'éradication, alors que dans le site 1, au même moment où on n'a pas exécuté de capture intensive, ils sont encore très actifs et on a pu trouver pas mal de têtards. Toutefois, même si la précision de détection automatique avec notre script dans le programme R est élevée, il nous faut encore entraîner notre modèle, surtout pour réduire les faux négatifs. Enfin, dans les dernières figures, ici, nous pouvons observer l'effet des différentes méthodes d'éradication sur le nombre de Xenoplis, à gauche. Donc, ici, on voit une diminution du CPUE, le capture par unité d'effort, et à droite, sur la concentration d'ADNE avant et après traitement, soit par piégeage intensif à l'aide de verre bleu en dessous, ou soit par cholage au-dessus. Pour le site P18C, sur la figure de gauche, on peut toutefois constater que la diminution est moins marquée ici en raison de la présence de larves, beaucoup plus que dans d'autres viviers, parce qu'elles sont plus difficiles apparemment à capturer en raison de leur comportement de nage qui est tout à fait différent de celui des adultes. Cet étang constitue donc d'ailleurs pour cette raison à nouveau un bon candidat pour l'utilisation de la chaux-vif. Les deux méthodes, le cholage et le piégeage intensif, ne sont pas réellement comparables ici car de nombreux facteurs ont joué un rôle et différaient d'un site à l'autre. Par conséquent, à ce stade, nous ne pouvons pas affirmer officiellement quelle méthode est la plus efficace avec l'ADNE. Ce que nous pouvons dire, par contre, c'est que les deux méthodes ont eu un impact négatif sur la population. Le cholage est particulièrement adapté aux situations de forte densité dans des étangs de faible valeur écologique, tandis que les verbeux sont mieux adaptés aux étangs de grande valeur écologique, par exemple en raison donc de la présence du triton crété, et lorsque la taille de la population n'est pas encore devenue ingérable. Pour lutter plus efficacement contre les Xenoplis, on a tenté de déposer un projet Interreg en partenariat avec le nord de la France et la Wallonie. Malheureusement, on a dû y renoncer cette année-ci, car la France n'avait pas les moyens pour contribuer d'une manière équilibrée dans le projet. Néanmoins, cela a conduit à l'établissement de bonnes relations entre partenaires sur les 3 territoires, ce qui va certainement encore être utile dans le futur proche. Alors, qu'est-ce qu'on a encore fait cette année-ci, en attendant une lutte coordonnée entre les 3 régions? Sur base de l'échantillonnage d'ADN, on a essayé de trouver les points d'eau privilégiés par le Xenoplis et le triton crété pour leur reproduction. Cela a donné cette carte comme résultat, avec les points verts étant les endroits seulement colonisés par le Xenop, les points violets seulement colonisés par le triton crété et les points orange colonisés par les 2 espèces. Avec l'argent de l'AMB, on s'est ensuite lancé dans un programme d'éradication cet été en priorisant tous les points d'eau à la périphérie de la distribution pour contenir leur propagation et aussi les points d'eau privilégiés pour la reproduction du Xenoplis dans le centre de leur distribution. Le choix de la méthode d'éradication dépend de la présence du triton crété, bien sûr, et simultanément, on essaye de sensibiliser les propriétaires à la problématique du Xenoplis pour nous garantir l'accès aux points d'eau envahis et de construire et d'entretenir une relation de confiance entre eux et les niveaux. Voilà, donc sur le planning de 2026,
on aimerait continuer nos échantillonnages d'ADN en France et en Wallonie avec le même protocole de Flandre pour que tout ça fait de la même façon. On aimerait bien aussi déposer un projet pour réponse rapide chez l'IUCN d'une valeur de 50 000 € avec la Wallonie pour faire une éradication active sur toute la région contaminée en Belgique. On aimerait bien aussi commencer des expériences de biocide avec l'ALB et la Provence de la Flandre orientale et commencer aussi avec une recherche exploratoire sur des modèles de migration du Xenoplis entre les points d'eau et les rivières et aussi voir l'effet de poissons prédateurs sur la présence du Xenoplis. Voilà, merci pour votre attention pour cette première partie de ma présentation. N'oubliez pas, bien sûr, de vous informer de toutes nouvelles observations via observation.org. Donc, passons maintenant à autre chose. Au gobi d'origine proto-caspienne, mes collègues Hugo Verreken et Hans van Kalster à nouveau m'ont demandé de vous présenter une synthèse de leurs connaissances acquises grâce à un suivi des 5 espèces de gobies envahissantes durant 10 années après les premières observations en Flandre. Donc, les gobies ponto-caspiens sont originaires des régions de la mer Noire et de la mer Caspienne, en Europe de l'Est, ainsi que des estuaires de fleuves se jetant dans ces mers. Ils ont été introduits dans des zones non indigènes par le déballastage des eaux de mer des navires voyageant entre la mer Noire et la mer Caspienne et d'autres régions. En Europe, la dispersion active a constitué une voie de propagation importante, surtout après l'ouverture du canal Rhin-Main-Danube en 1992, qui a permis aux espèces ponto-caspiens de migrer de leur aire d'origine vers la région de la mer du Nord. Ah, bizarre. Normalement, j'avais une photo ici, mais je ne la vois pas. Elle a disparu. Bref, les gobies ponto-caspiens ont développé une adaptation unique. Leurs nageoires pelviennes se sont transformées en un disque adhésif leur permettant de se fixer à diverses surfaces de leur environnement. Cette caractéristique combinée à leur maturité sexuelle précoce et à leur faible sélectivité en matière d'habitat et de nourriture, on en fait des envahisseurs très opportunistes et performants dans différentes régions. Ces gobies présentent un comportement agressif envers les poissons benthiques indigènes avec qui ils sont en compétition directe pour les ressources et les territoires. De plus, ce sont des ponteurs multiples, assurant le soin de leur progéniture, ce qui contribue encore à la croissance rapide de leur population et à leur expansion dans les zones non indigènes. Ah, elle est là, la photo, pardon. Nous avons utilisé donc à la fois la pêche électrique et la pêche à ligne pour échantillonner les gobies ponto-caspiens, et les deux méthodes semblent être des outils assez efficaces. Néanmoins, l'efficacité du suivi des gobies ponto-caspiens par pêche électrique dépend fortement du courant et du niveau de l'eau. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, une augmentation soudaine du niveau de l'eau en bleu réduit considérablement les captures de gobies à taches noires en orange, car les habitats favoris tels que les gravats et les rochers deviennent inaccessibles pour la note. La pêche à ligne a été utilisée comme méthode de suivi pour évaluer les populations de gobies à taches noires dans les canaux où la pêche électrique est moins efficace. Grâce à la pêche structurée, où chaque pêcheur se concentre sur une zone d'1 mètre carré pendant une période de temps spécifique, les tendances des densités de gobies à taches noires peuvent être suivies de manière efficace. Le graphique présente les données de capture par unité d'effort issues des séances de pêche à ligne réalisées entre 2013 et 2016 sur 6 sites le long du canal Albert. Les lignes de tendance indiquent que, pour la plupart des sites, le nombre de gobies à taches noires capturées par unité d'effort a augmenté au fil des années. Il y a 5 gobies ponto-caspiens qui ont été recensés en Flandre depuis 2010. Nous allons brièvement présenter ces 5 espèces en mettant l'accent sur leur première observation, leurs caractéristiques diagnostiques et leur répartition actuelle. Le premier gobie ponto-caspien recensé en Flandre a été le gobie de Lillune ou le gobie aligné tubulaire. Observé en 2010 dans la Meuse frontalière, un grand fleuve de plaine qui constitue la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique.
Le gobie demi-lune est une espèce plutôt petite qui se distingue des autres gobies pontocaspiens par ses tubes nasaux prolongés. Il est arrivé par dispersion active et a été principalement observé dans le nord-est du pays, notamment dans le bassin de la Meuse et les canaux recevant les eaux de ce fleuve. Le gobie à tache noire, ensuite, ou le gobie arrondi, reconnaissable à la tache noire sur sa première nageoire dorsale, est le gobie pontocaspien le plus abondant et le plus répandu en Flandre. Après sa découverte dans la rivière Escaut en 2010, ce gobie s'est rapidement propagé et est devenu, en l'espace de 10 ans, l'espèce la plus abondante dans la Meuse. Les eaux de ballast ainsi que la dispersion active ont été identifiées comme une voie de propagation de cette espèce en Belgique. La troisième gobie à arriver a été le gobie à grosse tête, ou le gobie de Kessler, un gobie piscivore avec une tête plus large que haute, d'où son nom de gobie à grosse tête. Contrairement au gobie à tache noire, il ne présente pas de tache noire sur la première nageoire dorsale. Et observé pour la première fois dans le canal Albert en 2012, il est désormais présent dans la Meuse frontalière et les canaux recevant les eaux de ce fleuve. Deux espèces ont été récemment ajoutées à la liste pontocaspienne, le gobie singe et le gobie coureur. Deux espèces n'ont été trouvées qu'en petits bouts dans des étangs de gravier connectés à la Meuse frontalière. Le gobie singe a été détecté en 2016, tandis que le gobie coureur n'a été observé que récemment, en février de l'année passée. Le gobie coureur se distingue par l'absence d'écailles sur la partie dorsale entre les yeux et la première nageoire dorsale, tandis que le gobie singe se reconnaît aux deuxième nageoire dorsale et nageoire anale décroissante en hauteur. La majorité des gobies pontocaspiens, à l'exception du gobie coureur et du gobie singe, ont tendance à préférer les substrats grossiers contenant de gros galets, ainsi que les pierres jetées et les enrochements utilisés pour protéger les berges d'érosion. Ces habitats particuliers se trouvent généralement dans des canaux et des rivières artificielles ou modifiés par l'activité humaine. En Belgique, de nombreuses rivières ont été modifiées, ce qui peut expliquer les fortes densités de gobie pontocaspien observées dans certaines d'entre elles. Alors, dans la Meuse, un fleuve de plaine fortement modifié par l'homme, nous avons mis en place en 2012 un programme de suivi spécialisé pour suivre l'augmentation des populations de gobie pontocaspien. 10 ans après le lancement du programme, nous pouvons confirmer que le gobie à nez tubulaire était initialement l'espèce prédominante. Le gobie à tache noire et dans une moindre mesure le gobie à grosse tête ont désormais pris le dessus dans la majorité des habitats. Les données indiquent également que lors des périodes d'échantillonnage avec un fort gobie, représenté par les points bleus, moins de gobies sont capturés. Nous avons ensuite modélisé les données de suivi afin de réaliser des prédictions pour différents scénarios d'invasivité. Nous avons utilisé un scénario supposant l'absence d'invasion et un scénario reproduisant la croissance annuelle moyenne observée de l'abondance des gobies pontocaspiens. De cette manière, nous avons estimé la tendance de la richesse en espèces indigènes avant et après l'arrivée des gobies pontocaspiens dans la rivière Meuse. Le modèle montre qu'à la fin de la période de suivi, la richesse en espèces indigènes prédite dans le scénario observé était inférieure à celle du scénario sans évasion. L'augmentation initiale du nombre d'espèces après l'arrivée des gobies est probablement un effet lié à l'observateur où un effort de recherche plus important a permis d'enregistrer un plus grand nombre d'espèces. L'équitabilité a été calculée comme l'indice de Shannon-Wiener, divisé par le logarithme naturel de la richesse en espèces, c'est-à-dire l'équitabilité de Pied-Loup. Lorsque toutes les espèces de poissons sont présentes avec une abondance égale, l'équitabilité est égale à 1, mais lorsque l'abondance des gobies pontocaspiens devient dominante, l'équitabilité diminue et tend vers 0, lorsque toutes les autres espèces ont une abondance quasi nulle. Le graphique ici montre l'équitabilité dans les deux scénarios, et l'équitabilité dans le scénario d'invasion est clairement beaucoup plus faible que dans le scénario sans invasion. Une équitabilité proche de 0 est donc un indicateur d'écosystème perturbé.
Pour chaque espèce, les modèles n'indiquent pas de différence dans l'abondance du barbeau entre les deux scénarios d'invasivité. En revanche, la chevenne semble présenter une abondance plus faible dans le scénario d'invasion. La tendance du chabot est particulièrement intéressante à droite. La population de cette espèce était déjà en déclin avant 2010, année de l'apparition des gobies. L'effet positif initial observé durant les premières années après l'invasion est probablement un effet lié à l'observateur au niveau ou un effort de recherche accru a permis d'enregistrer un plus grand nombre de chabots. Néanmoins, après 5 années d'invasion par les gobies controcaspiens, le chabot a complètement disparu des captures. Ce constat est cohérent avec les captures effectuées plus en aval avec les Pays-Bas, comme documenté par Frank Kessel dans son article. Il s'agit probablement de l'une des conséquences les plus sévères de la présence de gobies controcaspiens dans cet écosystème. Voilà, alors j'arrive aux conclusions. Les populations de gobies controcaspiens augmentent très rapidement. Le gobie à tache noire a remporté la course en Flandre. Alors que les eaux de Badass constituent la voie de propagation le plus possible pour le gobie à tache noire, c'est les 4 autres espèces semblent être arrivées par dispersion active. La pêche électrique et la pêche à la ligne sont des outils de suivi efficaces, mais l'efficacité du suivi des gobies controcaspiens par pêche électrique est très variable et diminue lorsque le niveau de l'eau est élevé. Les gobies controcaspiens prospèrent bien dans les habitats modifiés par l'homme, et les petites espèces benthiques indigènes semblent diminuer à la suite de l'invasion des gobies controcaspiens. Le chabot, espèce en danger, a disparu de la rivière Meuse, mais continue d'exister dans ses affluents. Voilà. Merci beaucoup Maud pour cette deuxième partie d'exposé. On peut vous applaudir.